À la une, nouvelle démonstration de force de la CSTM. Même en ce week-end, Pascal, le syndicat ne faiblit pas. Ce matin, une opération Molokoï a fortement ralenti les activités dans les rues foyalaises. Images à suivre. Bien manger sans se ruiner est-il possible? Les fast-foods fleurissent dans l'île et sont des concurrents redoutables aux produits frais. Quelle alternative séduit le plus les Martiniquais? Élément de réponse dans ce journal. Halte également au quartier Font-la-Haye de Fort-Cher. En fait, cette année, c'est en petit comité que la population s'est rassemblée. Une manifestation timide mais chaleureuse. Et comme à l'accoutumée, la ville du Lamentin a organisé son traditionnel Damier Samedi Gloria. Pour cette nouvelle édition, la manifestation est à l'heure africaine, l'invité d'honneur étant le Sénégal. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Pas de trêve en ce week-end, Pascal, pour la CSTM. Le syndicat continue ses actions coup de poing. Exemple, ce matin, dans les rues de la capitale. Après une opération Molokoï, la centaine de personnes présentes a applaudi le discours offensif du secrétaire général Bertrand Cambuzi. En revanche, toujours pas de date fixée en ce qui concerne la médiation. À Fort-de-France, Loïc Régis. Circulation perturbée, automobilistes mécontents. La nouvelle mobilisation de la CSTM ce matin ne passe pas inaperçue dans les rues de Fort-de-France. Une opération Molokoï qui provoque la colère de certains, exaspérés par ces blocages à répétition. Ça va trop loin, parce que même si une société a des problèmes avec ses employés, ça ne devrait pas déboucher sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez Mosaïque n'est pas concerné. Mosaïque est barré, ils prennent les gens en otage, ils sont en train de penser qu'à eux, qu'à leurs problèmes, mais pas aux autres. Si on fait des grèves tout le temps, le pays ne va pas avancer. Parce que nous, aux Antilles, on a tendance à se lancer dans des grèves et on n'en voit pas le bout. Mais il n'y a pas que des mécontents, d'autres se montrent compréhensifs. Pour eux, la mobilisation de la CSTM dépasse le cadre syndical. Je supporte ce qu'ils font. C'est pour l'intérêt du peuple, ou des ouvriers, des gens qui sont dans le travail tous les jours, qui ont besoin, qui ont une bonne volonté de faire avancer les choses. Mais à la Martinique, s'il n'y a pas de grève, rien n'avance. Étant salarié, oui, je comprends parfaitement. Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Quand c'est pas dans la Guinée, c'est pas champion de la Guinée non plus. Mais c'est même qui en combat. Pas de trêve en ce samedi Gloria pour les syndicalistes. La mobilisation se poursuit, en pleine rue cette fois-ci. Selon Bertrand Cambuzi, c'est l'occasion d'informer directement la population. Pour nous, c'est important de dire aux Martiniquais ce qui se passe. Parce qu'on cache la vérité aux Martiniquais. Et on cache la vérité, justement, ceux et celles qui ne prennent pas leurs responsabilités, ils cherchent justement à masquer leur incompétence et j'ai envie de dire, cette forme de corruption qu'il y a dans ce pays. La grève générale a commencé il y a 5 jours. Les choses avancent peu. Le dialogue semble difficile avec les autorités. Le pays est à l'image de ceux qui gouvernent le pays. Premièrement, quand vous voyez que le préfet devait nous recevoir depuis lundi, il n'a pas dit mot. Quand vous voyez que l'ACASEM, on a été obligé d'aller à l'ACASEM après 2 courriers pour pouvoir rencontrer le président alors qu'il est parfaitement responsable de cette situation-là, on se dit en quelque part, quel exemple pour les patrons, quel exemple pour la population. La CSTM va reconduire le mouvement pour 24 heures. Pour l'instant, rien n'est décidé en ce qui concerne la forme de la mobilisation. Toujours dans l'actualité sociale, ce préavis de grève déposé par l'intersyndicale des contrôleurs aériens. Le 8 et 9 avril prochain, des perturbations sont à prévoir à l'aéroport Aimé-Césaire. Les aiguilleurs du ciel demandent toujours l'ouverture rapide de négociations portant principalement sur l'âge de départ à la retraite. Une rencontre pour l'heure refusée par le gouvernement et la Direction générale de l'aviation civile. Direction Saint-Esprit pour continuer. Saint-Esprit, où les abonnés de la SME commencent peu à peu à être réalimentés en eau potable. Nous vous en parlions hier dans cette édition. Depuis vendredi, 10 quartiers de la commune étaient privés d'eau. La faute à un incident survenu à la station de pompage qui alimente le réservoir de Morne-la-Valeur. Mais aujourd'hui, le retour à la normale a été favorisé par l'installation de cuves de stockage d'eau potable et d'une rampe de distribution. On écoute le chef d'agence Centre-Nord de la SME, propos recueillis par Loïc Régis.
Actuellement, la situation est redevenue normale, quasiment normale. Certains abonnés situés sur les points hauts autour du réservoir, certains n'ont pas d'eau, mais on traite ça au cas par cas. Ils nous appellent au niveau de la seringue téléphonique et on fait des chasses d'air. Mais sinon, pour la plupart, ils ont retrouvé de nouveau de l'eau. La réparation définitive n'a pas encore eu lieu. On a passé des pièces en commande. Le problème, c'est qu'avec le week-end de Pâques, c'est assez compliqué pour avoir des fournisseurs hors du département. Donc la réparation définitive interviendra plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment un pompage provisoire qui est mis en place. Et de l'eau. Bien souvent, il vous en faut pour cuisiner et bien manger. Mais peut-on bien manger sans se ruiner? En Martinique, il est possible de se nourrir à prix abordable lorsque l'on se trouve à proximité des fast-foods, par exemple. Mais est-ce la meilleure solution? Avec 8 €, le prix moyen d'un menu d'une chaîne de restauration rapide, il est aussi possible de garnir un panier de bons produits frais achetés dans un marché. Des produits que l'on peut décliner en plusieurs repas. Pour quelle solution optez-vous? On fait le point avec Elodie Toto. Midi, l'heure de déjeuner. Les terrasses se remplissent. Au menu, pâtes, poulet frit, burgers et les boissons sucrées coulent à flot. Mais à 8 € le burger, la malbouffe est-elle réellement la moins chère? Avec ce qu'on dépense pour le fast-food, on peut faire à manger pour 2-3 jours quand même. Ah non, c'est pas moins cher. Vaut mieux vous faites quelque chose chez vous au lieu d'aller au fast-food. Mais comme tout le monde s'est pressé maintenant, tout le monde va au fast-food. Manger sainement coûte beaucoup plus cher si on va dans les restaurants. Mais si on reste à la maison, on fait avec les produits qu'on a à la maison, donc je pense que ça revient moins cher. Acheter des produits frais à cuisiner chez soi serait donc une solution pour manger sain pour quelques euros. J'en ai eu même pas pour 3 € je pense, et j'en ai au moins pour 3 jours de tomates. Patricia Jurin est travailleuse sociale. Tous les jours, elle côtoie des personnes dont le budget global ne dépasse pas les 500 €. Pour eux, manger sain est un véritable défi. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, on est aussi pauvre en équipement. On n'a pas le matériel qu'il faut pour faire des plats comme au four en grande quantité, pour pouvoir par exemple congeler. Voilà. C'est tout un ensemble. Mais alors je ne sais pas si avec 450 € en réalité on peut s'en sortir, mais si on n'a pas le choix, oui. Les solutions pour aider les personnes en difficulté, elle pense les trouver ici, dans cette formation. Ce matin, on parlait par exemple de faire un petit déjeuner équilibré. On disait que ça coûte moins cher d'aller acheter un pain au chocolat et un jus. Il y en a pour moins de 5 € et puis c'est bon. Et en fait, en discutant, en échangeant chacun nos techniques, on a vu par exemple faire un petit déjeuner avec de la farine de manioc. Le paquet, on payait 5 € et on en avait pour finalement 2 mois. On ajoutait avec ça quelques fruits et ça revenait moins cher en fait. Redécouvrir le manger local, une nécessité pour faire tomber le mythe de la nourriture saine trop chère. Un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, un enfant sur 4 serait en surpoids. Arrêtons-nous quelques instants à Fond-la-Haye. Le quartier de Schellcher, situé en bord de mer, est en fête ce week-end. Mais c'est un petit comité que le bourg s'anime cette année. Une timide célébration orchestrée par les associations du coin. De quoi mettre du baume au cœur à la population malgré le manque de finances. Elodie Toto. Samedi matin, le soleil brille, les voitures roulent, mais dans les rues, il n'y a pas foule. C'est un petit quartier paisible. Pourtant, ce n'est pas un samedi comme les autres, c'est le jour de la célèbre fête patronale du bourg de Fond-la-Haye. Il n'y a pas de fête cette année. C'est vraiment dommage parce que la fête de Fond-la-Haye, avant, c'était vraiment un succès. Ça attirait beaucoup de monde, hein, des communes. On avait des voitures jusqu'à la campagne, on ne pouvait même pas entrer chez nous. Et puis, cette année, il n'y a pas de fête. C'est vraiment, vraiment dommage. Malgré le calme apparent, cette fête n'a pas disparu, elle s'est transformée. Fini les grands défilés, maintenant ce sont les habitants qui donnent le ton. Ça, ce sont les associations qui ont décidé de prendre le relais, parce qu'il ne fallait pas que la fête de Fond-la-Haye se meure, quoi. Il ne fallait pas, quoi. Il faut que le quartier, justement, vive. Plus d'une dizaine d'associations se sont mobilisées pour que cette manifestation ait lieu. Des associations, mais aussi des particuliers comme Césaire, qui a organisé le tournoi de domino. Je suis en train de faire les attributions de match, les feuilles de match. Et le jeu peut commencer. Vous ne savez rien, à partir du moment qu'on trouve des partenaires, qu'il s'agit de sponsors privés ou des riverains, tout est bon à quoi. Toujours le champion qui gagne à tous les jours. Autrefois, la ville consacrait 20 000 € à la manifestation. Aujourd'hui, pour des raisons budgétaires, elle a choisi de retirer ses subventions, mais pas ses moyens logistiques. Une façon pour elle de soutenir les festivités à moindre frais.
Je crois que c'est de bon ton de le faire parce que je crois que la population n'aurait pas compris, les administrés n'auraient pas compris. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts. Donc, monsieur le maire Luc Clémenté et son équipe a choisi de ne pas le faire. Donc, je crois que c'est important que chacun puisse participer à l'effort collectif. Ce soir, le claquement des dominos laissera place à celui du damier de Lionnage Musique. Les festivités, elles, se poursuivront jusqu'à dimanche après-midi. Restez avec nous dans quelques instants. Votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Ce soir, nous serons peut-être près de chez vous, direction Le Diamant. Plein feu sur une famille dont les membres sont pêcheurs de génération en génération. Comment perpétue-t-il la tradition? Comment la profession évolue au fil des ans? Portrait à suivre dans quelques instants. Redécouvrons ce soir également le prestigieux hôtel Diamant-les-Bains. Construit et ouvert en 1945 par la famille Andrieux, la structure va bientôt changer de propriétaire. L'occasion de connaître les secrets de la bâtisse. Mais avant, destination le Lamentin, qui, comme à l'accoutumée, pour rompre le carême, organise son traditionnel Damier Samedi Gloria. Cette année, la manifestation est à l'heure africaine. L'invité d'honneur de l'édition est le Sénégal. Plus qu'un mélange musical, l'événement est une véritable découverte des lutteurs de la région historique de la Casamance. Un mélange de traditions capté par Elodie Toto. C'est une rencontre autour de l'art de combat, autour de la lutte entre la Martinique et la Casamance Sénégal. Ça a été une découverte magnifique, une opportunité pour moi de voir l'autre partie du monde où se retrouvent nos parents, nos frères et sœurs. Vraiment, c'est magnifique et je suis très heureux. Le fait justement de pratiquer avec des Sénégalais, c'est enrichir nos pratiques personnelles et puis aussi faire le lien avec l'Afrique, puisque par rapport au Bel-Air, il y a un fort lien avec l'Afrique. Et là, c'est l'occasion aussi de retrouver nos frères sénégalais, donc c'est très important. C'est toujours intéressant. Chaque année, il y a beaucoup de monde ici. C'est formidable. Tout le monde aime ça. C'est pourquoi je suis venu, je suis toujours là. L'information locale et communale continue dans vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction du Diamant. Le Diamant, connu pour son célèbre rocher jonché juste en face de plages tant appréciées par les habitués du coin. Une escale que vous propose de découvrir Hubert Bornic, l'hôtel et son équipe. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes au Diamant pour cette 1e édition du JT des communes, diamantinoises, diamantinois, nous Kaizotte. Le Diamant doit son nom au célèbre rocher situé à 4 km de la côte. Il fut début 18e siècle habité et fortifié par les Anglais avant d'être repris par les Français. Le bourg du Diamant est certainement l'une des plus importantes stations touristiques de la Martinique, mais le Diamant c'est aussi et surtout une superbe plage longue de plus de 3 km, peu recommandée pour la baignade, mais ô combien appréciée des surfeurs. Côté économique, il faut aller à Taupinière pour rencontrer les marins-pêcheurs. L'agriculture est reléguée au second plan. Mais ce qui prime avant tout au Diamant, c'est l'accueil. Véritable terre d'accueil et de randonnée avec le Morne-Larcher. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. La plage du Diamant, l'une des plus belles, en tout cas certainement la plus mythique de la Martinique. Le matin, très tôt, on peut y croiser quelques marcheurs. Des baigneurs les plus aguerris viennent y poser leurs serviettes. Mais beaucoup de personnes préfèrent venir y jeter leurs lignes.
Peu de gens en fait peuvent parler de cette magnifique plage au charme inégalé, mais ô combien fragile, le mal qui la ronge peu à peu, l'érosion. Nous avons choisi pour cela le géographe Pascal Safache, reportage Hélène Renaud. La plage du Diamant brille de mille feux. Son premier trésor se trouve sous les pieds avec ce sable particulier aux 50 nuances de gris. Comme vous le voyez sur la carte, nous avons au Diamant le morne larcher puis un certain nombre d'autres mornes. Et ces mornes sont d'origine volcanique. Donc ils libèrent quotidiennement, de façon imperceptible, des matériaux qui sont des matériaux sombres, des matériaux noirs. Parallèlement, en milieu marin, ici, vous avez des coraux. Et ces coraux sont démantelés quotidiennement, eux aussi, par la mer. Tous ces matériaux se mélangent et c'est ce qui donne cette plage dont le sable a une couleur plutôt grisâtre. Un littoral qui se distingue aussi par la survie d'une végétation originelle, les patates bord de mer. Cette plante a la particularité d'avoir un réseau racinaire qui est extrêmement dense et en fait ces racines vont véritablement pénétrer à l'intérieur du sable et le stabiliser. Et tous les chroniqueurs du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle disent même que la densité de ces patates bord de mer était telle qu'il était à l'époque impossible de définir la couleur du sable. Aujourd'hui, cette végétation s'est réduite à peau de chagrin, arrachée par l'homme pour satisfaire l'imaginaire de touristes friands de cartes postales. Et la jungle de béton a remplacé peu à peu cette flore emblématique des Petites Antilles. L'urbanisation en partie responsable aussi d'un autre mal qui ronge le site, l'érosion. Au XVIIIe siècle, la plage du Diamant mesurait jusqu'à une centaine de mètres de large, contre une dizaine aujourd'hui. Comme on a construit sur la partie haute de la plage, on a stabilisé des sédiments qui normalement sont des sédiments labiles, c'est-à-dire des sédiments qui sont extrêmement fluctuants, extrêmement mouvants. Ces sédiments normalement doivent redescendre vers le bas de plage pour réalimenter le bas de plage, pendant que la mer, elle, ramène des sédiments, ce qui crée un équilibre. À partir du moment où on stabilise la partie haute de la plage par des constructions, l'équilibre est rompu et donc l'érosion apparaît. Cet aménagement rocheux était censé contenir le sable, mais loin de limiter l'érosion, il l'accentue selon le géographe. Pour Pascal Safache, replanter les patates bord de mer et leurs longues racines serait bien plus efficace pour que cette anse mythique ne devienne pas poussière. À Scafard, le mémorial Cap 110. En 1830, un bateau de négriers échoua ici, fera plusieurs victimes, des centaines de victimes, et elles étaient toutes africaines. Un lieu du souvenir où le poète Aimé Césaire aimait venir se recueillir. Nous partons maintenant en direction de Taupinière, c'est en face. Nous allons à la rencontre maintenant de marin pêcheur depuis plus de 50 ans, une passion dans la famille depuis 4 générations. Mais aujourd'hui, Joseph s'inquiète pour la survie de son activité. Reportage Hélène Renaud. Comme tous les matins, depuis plus de 50 ans, Joseph prend le large. Cet itinéraire, il le connaît par cœur, tout comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Lorsque je vois ce chenal, je pense les vieux pêcheurs qui m'ont fait connaître le chenal et puis qui sont plus là, je pense à eux, et puis qui m'ont appris ce métier de la pêche. Hein. Je suis très content, c'est grâce à eux, hein. Tous les vieux de la Taupinière. Je peux refuser n'importe quel rendez-vous, mais pas un rendez-vous pour aller en mer. Papy Jo, comme on le surnomme dans le coin, va récupérer ses casiers à l'ancienne. Pas besoin de GPS pour les repérer. Il y a la Vierge là, c'est un repère que j'ai. Et puis là, sur cette liste, il y a une autre monde là. Ça me fait une sorte d'angle droit. Lorsque je l'ai bien centré, je sais que le casier là. Aujourd'hui, la récolte est maigre dans ces casiers. Quelques langoustes, pas de quoi vendre au port. C'est plus en plus dur, hein. Ah ouais, et puis bon, à cause des poissons lions là, alors. Les poissons lions, c'est catastrophique ça. Hein. Est-ce que c'est rentré dans le casier, tu prends rien, hein, ça c'est sûr. Il détruit tout sous son passage. Mais ce vieux loup de mer ne baisse jamais les bras. À la retraite depuis 14 ans, Joseph n'arrive pas à décrocher. La mer fait partie de lui. On va pêcher, on oublie la terre. On n'est pas stressé lorsqu'on est en mer. C'est ça qui est bien.
Cette passion de la pêche, Papy Jo l'a transmise à son fils aîné. Jean-Michel a les pieds dans le filet de son père depuis l'âge de 8 ans. Il m'a appris à faire des casiers, à tendre des casiers, à prendre des repères. C'est dans mon sang, ça. Un métier transmis de génération en génération, mais pour combien de temps? En 50 ans, Joseph a vu le petit port de pêche de la Taupinière grandir, se construire, vivre au rythme de la dizaine de pêcheurs. Aujourd'hui, il craint que ce lieu ne meure. Les jeunes, ils ne veulent pas prendre la relève. C'est ça qui va disparaître. C'est ça. Hein. Là, ce qu'on va voir, on va voir des plaisanciers qui vont mettre leur bateau là. Hein. C'est ça, mais les pêcheurs professionnels qui ont des enfants, aucun enfant ne veut pas faire la pêche maintenant. Hein. Ça te blesse. C'est toute ma vie. Hein. Là, au bord de la mer, là, de la Taupinière, c'est toute ma vie. Hein. Ah ouais. Pour chasser ces vagues d'inquiétude, Papy Jo et son fils continuent à se rendre en mer, loin de la terre ferme et de cet horizon incertain pour leur métier. Tout de suite après l'Anscafa, en direction de Petit-Anse, la maison du Bagnard. Elle raconte la vie de Médard Haribo, un jeune Martiniquais né d'une mère martiniquaise et d'un père congolais en 1901. Ensuite, il connut plusieurs péripéties, mais on dit que c'était un homme doué pour la sculpture. Il fut en 1903 malheureusement déporté sur la Guyane où il connaîtra pas mal d'années de bagne. La maison du Bagnard a visité, même si elle est aujourd'hui menacée de disparition. Nous partons maintenant, et ça c'est le lien tout trouvé, vers l'un des plus vieilles hôtels de la Martinique, l'hôtel Diamant-les-Bains. Il se trouve au Diamant même. Aujourd'hui encore, c'est une ancienne bâtisse chargée d'histoire et pleine de sensations. Reportage Hélène Rodot. Un petit hôtel d'irréductible résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bienvenue à l'hôtel Diamant-les-Bains, donnez-vous la peine. Voici le plus vieil hôtel de Martinique. Diamant-les-Bains, c'est avant tout une histoire de famille. Hubert en est le gérant depuis plus de 40 ans, mais c'est son père qui l'a construit et ouvert en 1945. C'est une photo qui a été faite en 1951. Alors juste devant, il y avait une petite pompe à essence manuelle, quoi. C'était pas électrique comme maintenant, c'était manuel. Et juste à côté, il y avait la boutique, la première boutique au Diamant, qui était tenue par ma mère. Je me revois l'essence m'amusait à servir de l'essence à toutes les voitures. Ah ouais, c'est un beau souvenir, ça. C'est notre vie, c'est notre cœur, c'est tout ce qu'on veut, quoi. L'hôtel, si on veut, c'est un patrimoine, quoi. Une bâtisse qui s'est tissée par les liens familiaux, aux murs chargés d'histoire. Emmanuel en est tombé amoureux. Depuis 5 ans, il fait des allers-retours entre l'Hexagone et la Martinique pour son travail. Cet hôtel est devenu son point de chute. Ce que j'ai trouvé à Diamant-les-Bains et que j'ai trouvé vraiment nulle part ailleurs, c'est le côté familial. Parce que c'est un petit hôtel, qu'on est reçu vraiment, on connaît les gens, on connaît le personnel, on est reconnu. Et on arrive à Diamant-les-Bains, on sort de Paris, on sort de l'avion, on arrive ici, pouf, on est les pieds dans l'eau, c'est magnifique, on voit le Morne-Larcher, le rocher du Diamant. Diamant-les-Bains compte donc une clientèle d'habitués, parfois célèbres. Quelques-unes de ces 24 chambres ont accueilli Dalida, Édouard Glissant, mais pas seulement. Venez, je vais vous montrer la chambre de monsieur Aimé Césaire, qui venait ici quand sa fille Ina venait faire écrire. C'est cette chambre, les orchidées. Il prenait son petit punch là, assis, tranquillement. Et puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont déjà vu en short, parce qu'il aimait bien se mettre à l'aise pour prendre son petit punch tranquillement. Au bord de l'eau, là. Boire son petit punch au bord de l'eau, bercé par les histoires de la vieille bâtisse, l'hôtel ne désemplit pas et accueille près de 2000 personnes par an, de l'Italie au Canada en passant par Fort-de-France. Son secret, se démarquer des grandes structures standardisées. C'est un hôtel qui a une âme, quoi. La plupart des clients reviennent parce qu'ils se sentent bien ici. On s'occupe d'eux. La semaine dernière, on avait un groupe de Boston, là. Ça fait 35 ans qu'ils viennent ici chaque année. Les gens se sentent à l'aise. Ils se sentent comme à la maison. Hubert, maintenant retraité, va bientôt passer le relais à un nouveau repreneur. Seul regret, cet acheteur ne sera pas de la famille. Le fils d'Hubert qui devait reprendre l'affaire est décédé brutalement. Mais l'âme de la famille Andrieux envoûtera toujours les lieux. Nous sommes installés sur la plage de Dizac afin d'accueillir notre invitée. Elle s'appelle Nicaise Lapointe, présidente de l'association
des commerçants du diamant depuis peu. Nicaise Lapointe, bonsoir, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Très bien, alors une association des commerçants au diamant, on imagine que c'est un petit peu pour redynamiser l'activité économique, c'est ça? Oui, c'est avant tout redynamiser l'économie du diamant après les travaux qui ont un peu perturbé oui, la vie de la commune. Donc nous avons monté une association pour redynamiser, pour prendre tout le monde par la main, pour que nous avancions, pour que nous ayons une ville qui va redevenir comme elle était avant. Pourquoi il n'y a pas d'entente entre les différents commerçants? Non, tout va bien. Ça va? Oui, ça va très bien. Est-ce que les Diamantinois s'impliquent dans l'activité économique de leur ville? Depuis, étant donné qu'il n'y avait pas d'association, donc on ne savait pas très bien ce qui se passait vraiment au fin fond des commerces. Mais depuis peu, avec l'association, je suis allée au-devant des gens, leur poser tout un tas de questions et il en est ressorti que tout le monde a envie de dynamiser, de s'impliquer et que nous allions vraiment très loin. C'est quand même une ville très touristique, on le voit, il y a beaucoup de passages ici. Tout à fait. Ça devrait bien marcher. Oui. Restaurants, hôtels, tout ça. Tout à fait. Il faut dire que dès qu'il y a un touriste qui arrive en Martinique, forcément il passe sur le diamant. Même s'il ne reste pas, mais il passera toujours pour acheter des souvenirs, pour manger et voir le rocher. Donc on a forcément beaucoup de touristes. Alors évidemment, le diamant, c'est une terre d'histoire, une terre de patrimoine, mais le Diamantinois, comment il vit sur ces terres? Est-ce qu'on vit bien au diamant? Oh, on vit très bien, on vit très bien, mais le Diamantinois, ce n'est pas quelqu'un d'expansif. Il faut toujours aller vers lui, lui parler, faire de façon qu'il s'implique. Mais ça veut dire que la population ne s'implique pas vraiment? Pas toujours, pas toujours. Il faut qu'on aille les chercher. Quand il y a une fête, il faut en parler suffisamment à l'avance pour que ceux qui habitent dans les terres descendent. Il faut une bonne communication pour qu'on fasse le Diamantinois participer à la vie. C'est peut-être dû au beau cadre de vie, c'est ça? On se sent tellement bien que... Oui, ils pensent que ça suffit. Mais ça ne suffit pas parce qu'on veut qu'ils connaissent tout ce qui se passe. Avec la mairie est toujours en train d'importer des choses nouvelles comme les peintres, de la musique et tout. Ça. On le voit, la ville est de plus en plus belle. Qu'est-ce qui manque véritablement ici pour votre bonheur? Pour qu'il soit parfait, votre bonheur? Presque parfait, je dirais. Oui, qu'est-ce qui manque? Presque parfait, parce qu'avec l'association des commerçants, on va faire encore plus de choses. Et on ira chercher le Diamantinois. C'est-à-dire quoi? Alors, par exemple, il est question qu'on fasse la rue piétonne un week-end, peut-être une fois par mois, qu'elle soit piétonne, que tout le monde s'implique, que les gens d'ailleurs des autres communes viennent, mais avec la participation de la mairie, de l'office du tourisme, et l'engagement de la population, on imagine. Oui. Et la jeunesse, un petit mot sur la jeunesse diamantinoise? La jeunesse... un peu larguée comme ailleurs? Non. On s'occupe de nos jeunes. Hein. On va toujours au-devant. Ils sont gentils, ils sont pas mal élevés, mais il suffit qu'on ait un regard sur la jeunesse. Il suffit qu'on leur parle, parce que ce sont nos enfants, je les connais déjà, ça fait 20 ans que je suis là. Je les connais depuis toujours et chaque fois, il faut leur parler correctement, il ne faut pas les agresser. Et ce sont des enfants qui sont très bien. Nicaise Lapointe, on rappelle quand même que tu tiens un établissement dans le diamant. Ça fonctionne bien, tu vois beaucoup de passages. On imagine que beaucoup d'étrangers repartent avec des souvenirs du diamant. Oui, tout à fait. On fait toujours, nous commerçants, on est le porte-parole. Les ambassadeurs, on dirait. Les ambassadeurs, voilà, pardon, je cherchais le mot. Les ambassadeurs du diamant. Et je trouve que tout le monde joue le jeu. Je suis agréablement surprise de voir que les gens participent, les commerçants, les habitants, mais c'est encore frileux. Mais on va faire. Parce ça va changer. Mais je vous dis, parce que j'y crois. En étant présidente, je vous assure qu'avec les membres de l'association, on a déjà vu un certain nombre de choses qu'on doit mettre sur pied et ça va bouger. En tout cas, Tchébé fort. D'accord. On est là pour ça. Hein. Merci Nicaise Lapointe, merci quant à vous de nous avoir suivis jusque-là. On a passé un excellent moment au Diamant. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune de la Martinique avec d'autres émotions. Retour dans les studios. Bonne soirée, à bientôt.
C'est avec cette escale au diamant que se termine votre journal local et communal. Restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive.